Alors, il y a un certain nombre de personnes dans l'Assemblée qui m'ont déjà entendu sur le sujet au moins une fois. Et à chaque fois que je présente cette conférence, je finis frustré euh, parce que j'ai rarement le temps d'aborder les trois sujets. Et le dernier, chronologiquement, c'est pour moi le sujet le plus important, le plus grave, euh, tant au niveau de ce qui s'est passé dans la société toulousaine, mais aussi euh, au niveau d'une injustice possible, malgré une démarche sérieuse, une investigation sérieuse. Et donc, tout à l'heure, j'ai décidé que je ne respecterai pas plus l'ordre chronologique, parce que à chaque fois, je ne peux pas parler de l'affaire Cécile Combette, et c'est celle qui me préoccupe le plus. Donc, en dehors de l'introduction que je vais faire sur la justice, un truc très, 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 très rapide, je vais commencer par la plus récente et je ferai à rebrousse-poil jusqu'à la plus ancienne, qui est la plus pittoresque, mais pas forcément la plus en lien avec notre époque. Donc, les trois affaires chronologiquement présentées là, c'est... Alors, j'ai mis juste les prénoms des intéressés. Euh, Violente de Castro, début du XVIIe. Louis, c'est Louis Calas, milieu XVIIIe. Et Jean, l'affaire par laquelle nous allons commencer, qui est Jean Bonafous. Alors, je vous en parlerai plus en détail après. Très, 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 très rapidement, parce que sinon on pourrait y passer une journée entière, sur l'évolution de la justice dans les époques qui nous préoccupent. La justice du Haut Moyen-Âge, c'est une justice du plus fort, hein, c'est la justice du Seigneur, au nom de Dieu. De toute façon, elle le sera au nom de Dieu et surtout au nom du roi jusqu'à la Révolution. Le premier à se préoccuper de faire évoluer le fonctionnement de la justice, c'est Louis IX, Saint-Louis, qui va commencer à organiser cette justice pré-médiévale et essayer de la structurer de façon à ce qu'elle s'applique au moins sur les territoires qu'il contrôle, pas forcément sur le nôtre, si on considère la période qui a précédé Louis IX. La seconde modification importante, c'est sous Charles VII, donc au XVe siècle. C'est important cet épisode parce que Charles VII va abandonner le principe d'un Parlement de Paris qui gère les affaires judiciaires sur l'ensemble du royaume pour créer des parlements de province. Et le premier parlement de province créé par Charles VII, eh c'est le parlement de Toulouse, le parlement du Languedoc, qui est créé donc vers le milieu du XVe siècle. Louis XI va un peu encore structurer au niveau administratif les fonctions, puisqu'il va instaurer quelque chose qui n'était pas forcément une bonne idée jusqu'à la Révolution, c'est l'inamovibilité des charges de justice. On peut se poser des questions sur la pertinence de cet acte. Et pire encore, Louis XII, qui va lui succéder, va instaurer la vente des charges de magistrats, qui n'est pas forcément non plus une idée très, très, j'allais dire très républicaine. Le sujet n'était pas là à l'époque, mais cette instauration de la vente des charges peut être considérée comme un problème. Les réformes suivantes, elles se situent donc à la Renaissance sous Henri II, en fonction d'une situation politique et religieuse un peu particulière, qui va voir son aboutissement sous Henri IV et à partir d'un événement fondamental qui est la publication de l'édit de Nantes. À partir du moment où l'édit de Nantes va être instauré, la justice dans le royaume de France va devoir s'adapter à une particularité. C'est la création, pardon, c'est la création d'une juridiction spécifiquement protestante, j'allais dire entre guillemets. Bon, si j'ai le temps sur l'affaire Violente de Castro, je vous expliquerai les incidences de cet acte.
Mais dès Louis XIV, de toute façon, ce principe va être abandonné puisque révocation de l'édit de Nantes, tous les principes juridiques particuliers établis par Henri IV vont disparaître. Par contre, Louis XIV va avoir une influence radicale sur l'exercice de la justice dans le royaume. Euh, on pourrait dire, pour être très, très rapide, que Louis XIV va instituer le Code Louis, comme il existe le code, comme il existera plus tard le Code Napoléon. C'est une réforme de la justice fondamentale qui va être instaurée à partir de 1673 et qui va gérer toutes les affaires de justice dans le royaume jusqu'à la Révolution. Révolution arrive, Empire arrive, et là on est sur la publication donc du Code Napoléon qui ne cesse d'évoluer depuis sa parution. Et donc sur la première affaire que je vais traiter, le contexte, c'est l'application du Code Napoléon et l'exercice de la justice au XIXe siècle. Merci. Bon, je vais passer sur cette image qui est essentiellement faite pour justifier d'une situation locale sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, à Toulouse et dans le Languedoc, il y a l'exercice du droit et de la justice sous deux structures. La première, c'est le Parlement, donc créé au XVe siècle. Merci. Créé au XVe siècle et qui exerce la justice au niveau de l'ensemble de la province du Languedoc. Et puis à Toulouse, localement, l'autre exercice de la justice, il se fait au niveau municipal, entre guillemets. Ah bon, pardon. Donc il se fait sur une forme particulière puisqu'il se trouve que depuis le Moyen Âge, les capitouls qui administrent la ville ont un pouvoir de police et un pouvoir de justice dont sont exclus. La justice capitulaire ne peut pas s'appliquer aux membres de la noblesse ni aux membres du clergé. C'est le Parlement. Si l'affaire implique un noble toulousain, c'est le Parlement qui jugera, c'est pas les capitouls. Et donc sur l'affaire Calas, par exemple, on a l'application de ces deux justices. Une première justice capitulaire qui passe la main à une justice parlementaire. Je vais rapidement parce que sinon, donc Parlement de Toulouse en saute. L'exercice de la justice, alors juste parce qu'elle est importante et que le tableau que vous pouvez voir au musée des Augustins est assez révélateur. Les capitouls ont un pouvoir de justice avec une police municipale, entre guillemets, police, les travaux publics, évidemment, l'administration des hôpitaux et la police des métiers. Mais l'exercice de la justice est vraiment une particularité. Les capitouls ont obtenu dès le Moyen Âge un pouvoir que beaucoup de capitales de province auraient souhaité avoir. Alors, je vais passer sur les affaires. Hop, hop, hop. Pardon pour eux. Ah, voilà. Donc, je vais traiter cette fameuse affaire qui me tient tant à cœur et que je squeeze à chaque fois, que je l'aborde rarement en entier. C'est une affaire très particulière. C'est une affaire qui peut avoir des liens et des passerelles avec ce que nous vivons aujourd'hui, parce que l'affaire en elle-même traite de la violence faite aux adolescents et tout ce qui en découle, et de la violence faite aux femmes aussi. C'est une affaire qui a eu un retentissement bien, bien, bien au-delà de la ville et de la région, euh, puisque cette affaire a donné lieu à des publications dans les journaux et même dans certains feuillets qui ont été produites, que les Londoniens ont pu lire et que les New-Yorkais ont pu lire. Cette affaire a donné lieu à des complaintes que les Parisiens ont pu entendre, que les Anglais ont pu entendre, et paraît-il pour l'une d'entre elles que les New-Yorkais ont pu entendre. C'est dire la dimension de cette affaire.
Sachez que j'ai appris récemment que régulièrement, depuis le XXe siècle, dans les entrées de la Cour de justice, lorsque la session démarre, il y a, me semble-t-il, des conférences et que cette affaire revient de façon régulière tout au long du XXe siècle et peut-être même du XXIe siècle, j'ai pas vérifié. Donc c'est vous dire le retentissement de cette affaire. Cette affaire, elle me touche parce que la victime, euh, la façon dont la victime a été traitée est particulièrement choquante, mais surtout parce que le pseudo-coupable, qu'on a su innocent bien après sa mort, euh, est lui-même la victime d'une justice. Alors, c'est très difficile à expliquer. L'enquête de police, entre guillemets, qui a concerné cette affaire est certainement l'enquête de police toulousaine la plus précise, la plus complète, la plus absolue, la plus poussée de toutes les affaires de justice. Et pourtant, dans ce contexte-là, on a condamné un innocent. Alors c'est sûr que si le principe de la recherche de l'ADN avait existé, si même le principe des empreintes avait existé, ce pauvre Louis Bonafous n'aurait pas été condamné. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il reste condamné officiellement, bien qu'on sache très bien qui était le vrai coupable. Mais c'est très particulier à cette affaire, c'est que comment, comment une instruction et comment une investigation de police a pu conduire à la condamnation d'un innocent. Alors l'affaire donc commence en 1847. Le lieu, aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la poste de Saint-Aubin, parce que devant la découverte de la victime, correspondrait aujourd'hui au côté gauche de la porte d'entrée de la porte de Saint-Aubin. Vous voyez aujourd'hui le contexte, hein, sachant que l'église Saint-Aubin n'existait pas. Donc voilà la poste. Vous voyez l'étoile rouge que j'ai mise sur mon illustration et le lieu de découverte de la victime. Et en vignette, vous avez un portail qui est le seul élément architectural qui reste de l'époque du drame, puisque l'école des frères, ça y est, j'ai encore oublié l'ordre Annick, les frères à côté de Saint-Aubin qui sont aujourd'hui, qui existent. Non, ah, leur spécialité était l'éducation. Les frères de l'école chrétienne, merci. Voilà. L'institution des frères de l'école chrétienne à l'époque couvrait tout l'espace de la poste Saint-Aubin, mais bien au-delà, puisqu'en fait la poste Saint-Aubin occupe aujourd'hui seulement le jardin des frères des écoles chrétiennes, mais le seul élément qui reste se trouve dans l'établissement d'enseignement qui est à côté, qui est ce portail. Tout le reste a disparu, puisque les frères ont déménagé et que le site a été complètement détruit, même s'il a persisté jusqu'au XXe siècle. Alors voilà le contexte de l'époque. En pointillé rouge, vous avez ce qui correspond aujourd'hui à la poste Saint-Aubin. Euh, à l'époque, on est dans un contexte tout à fait différent. Le territoire est occupé par un cimetière. Là où se trouve aujourd'hui l'église Saint-Aubin, vous aviez le cimetière Saint-Aubin, cimetière créé par l'Homénide Brienne à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'il a été décidé que les cimetières devaient sortir des villes, être retirés des centres-villes historiques et partir, j'allais dire, en banlieue, sachant que pour l'époque, fin du XVIIIe, Saint-Aubin, c'était la banlieue. Donc le contexte, c'est ce cimetière Saint-Aubin, où va être retrouvée la victime, et puis juste à côté, les bâtiments des frères des écoles chrétiennes, divisés en deux parties, une partie pensionnat et une partie noviciat. Euh, et c'est dans ces deux parties-là que le drame va se situer. Donc ça, c'était pour vous situer à peu près le cadre géographique du problème. Euh, un matin, que je respecte bien le calendrier
Oui, c'est le 16 avril 1847. Le 16 avril 1847, le personnel qui s'occupe de faire évacuer toutes les tombes du cimetière Saint-Aubin vers le cimetière de Terre-Cabane inspecte régulièrement le No Man's Land qui est devenu le cimetière Saint-Aubin. C'est une espèce de friche où il reste des tombes, pas tout évacué. Et à 5 heures du matin, le père Lafatigue, alors j'ai appris que son nom était Respo, mais qu'on le surnommait généralement le père Lafatigue, et le concierge du cimetière rentre dans le cimetière pour faire une inspection des lieux. Et dans un coin, le coin correspond, là où vous voyez le dessin de la victime, correspond exactement à l'entrée de la poste Saint-Aubin. Dans un coin, ils aperçoivent une femme agenouillée. Alors, au départ, ils pensaient que c'était quelqu'un qui priait sur un vestige de tombe. Euh, et ils s'approchent de cette personne et ils s'aperçoivent en fait que cette personne est une adolescente de 14 ans. Alors, elle a 14 ans, elle est très près de ses 15 ans, qui a l'air d'être un paquet qu'on a jeté par-dessus un mur. Et lorsqu'ils retournent le corps, ils s'aperçoivent que cette adolescente, pour dire encore une enfant, a été littéralement massacrée à coups de pied et à coups de poing. On ne sait même pas si c'est avant ou après avoir été violée. De toute façon, les deux sont vrais. Et l'affaire démarre. Cette enfant, elle s'appelle Cécile Combette. Elle travaille comme apprentie chez un relieur qui s'appelle Comte ou Comté selon les expressions. Elle est apprentie, elle va finir son apprentissage dans quelques jours. Elle ne le finira jamais, malheureusement. Ses parents sont très pauvres. La mère est allumeuse de réverbères et le père fabrique des limes dans une usine du quartier des Amidonniers. Donc, la police est tout de suite saisie de l'affaire. Il y a une première enquête qui est menée. On s'aperçoit très vite que l'adolescente n'est pas morte là, à cet endroit, mais qu'elle a été projetée par-dessus un mur de terre crue, un mur qui correspond à l'enceinte du jardin des frères des écoles chrétiennes. Et très vite, les investigations vont démontrer qu'il y a un lien direct entre l'école des frères des écoles chrétiennes et le drame. Je ne sais pas si... On reviendra tout à suite. Qu'il y a un lien entre les frères des écoles chrétiennes et ce drame, que la victime n'a pu être projetée au-dessus du mur qu'à partir des jardins des frères de l'école chrétienne. Et il y a une espèce de mouvement de panique du directeur de l'école, qui est lui-même frère, qui s'alarme tout de suite des publications qui sont faites dans les journaux de l'époque. Alors l'époque, je vais déjà en parler tout de suite, on est en 1847, dernière année du règne du roi Louis-Philippe. Toulouse est considérée en particulier par le roi comme une ville rouge. Ce qui est drôle parce que les autres affaires démontrent qu'avant, au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, c'était tout le contraire. Toulouse était considérée comme une ville et était une ville ultra-catholique. Sous Louis-Philippe, tout a changé. Je ne sais pas si vous avez en tête les statues de la place de la Concorde à Paris. Louis-Philippe a demandé à un architecte de décorer la place de la Concorde en rajoutant sur les guérites qui existaient, 8 statues des plus grandes villes de France. Vous pouvez toujours aller place de la Concorde, il n'y a pas Toulouse. Puisque Louis-Philippe avait tendance à désigner Toulouse comme ou la ville rouge ou la ville socialiste, déjà. Donc les journaux locaux de l'époque ont une certaine tendance anticléricale. On pourrait penser que les magistrats de l'époque, qui sont tous de très vieilles bonnes familles toulousaines, et pour certains nobles, ne sont pas rentrés dans ce schéma-là, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas.
Et donc les journaux commencent à publier des remarques en disant le crime a eu lieu dans l'école des frères qui se trouve juste à côté, donc le coupable est un des frères de l'école. Ce qui est terrible, c'est que toutes les investigations, tous les jugements et toute l'affaire ne va faire que confirmer cette réalité. Le drame, le crime a eu lieu dans l'enclos des frères des écoles chrétiennes. Donc le directeur va s'alarmer, il va saisir d'une part l'archevêque de Toulouse, l'archevêque de Bayonne, ou l'évêque, je crois que c'est un archevêque chez Bayonne déjà à l'époque, de Bayonne pour qu'il vienne en son secours, et très maladroitement, ces prélats vont intervenir en disant c'est pas possible, les propos qui sont tenus par la presse sont anticléricaux, le meurtrier ne peut pas nous appartenir, entre guillemets. Malheureusement, ces prélats vont se tromper lourdement. Et donc va démarrer toute l'enquête. L'enquête, alors là, vous avez d'un côté cette pauvre Cécile. Alors, ce sont des images, des illustrations du 19e siècle. Cécile, vu l'état de la victime, on a imaginé une jeune fille de 14-15 ans, ouvrière dans une manufacture, et c'est comme ça que la presse a diffusé son image, bien au-delà des frontières du pays. Celui qui va être la cible des investigations et des magistrats plus tard, c'est un pauvre garçon qui s'appelle Louis Bonafous, qui est un enfant qui a perdu ses parents assez tôt, qui vient de la campagne, de l'Aveyron, qui est quelqu'un de relativement simple dans son fonctionnement. Pourquoi est-ce lui qui va être incriminé et condamné au final? Tout simplement parce que ce pauvre Louis a la charge dans l'école de l'intendance et de la buanderie. Et qu'une des pièces déterminantes dans l'accusation va être une chemise, une des chemises de tous les frères, qui va être tachée. On sait qu'elle était tachée pertinemment et avec un lien avec l'affaire, qui va être tachée. Et comme c'est lui qui est responsable de la buanderie, c'est forcément lui qui va être incriminé. Surtout que l'employeur de Cécile, Comte, le relieur, va être lui tout de suite emprisonné. Pourquoi il va être emprisonné? Tout simplement parce que Cécile a déjà fait remarquer à un certain nombre de ses amis et collègues de travail que Comte a tendance à exercer un droit de cuissage sur ses employés. Et Comte, pour se dédouaner, malgré un certain temps en prison, et une certaine tentative de fuite. Alors, ce n'est pas vraiment une tentative de fuite. Le lendemain du drame, il part pour Bordeaux, où il reste d'une façon indéterminée. Donc, on trouve ça tendancieux. Donc, il est condamné. Et en prison, pendant la période où il va être en prison, il va dire oui, mais moi, la dernière fois que j'ai vu Cécile, elle était avec le père Bonafous et puis un autre père. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Donc, petit à petit, les soupçons vont se porter sur ce pauvre Louis, qui va bien mal se défendre d'ailleurs. En fait, je le dis maintenant, il est certain que Louis s'est sacrifié pour son institution. Et que le directeur de l'institution savait pertinemment que c'était un membre de son groupe qui était l'auteur du meurtre, mais avec une impossibilité de le dénoncer, évidemment. Et ce pauvre Louis, c'est la victime, c'est l'agneau sacrifié à la vérité dans toute cette affaire. Donc, deux illustrations qui expliquent à quel point l'affaire a eu un retentissement national et international, c'est que tout de suite, la presse a plongé dans cette affaire qui a bouleversé Toulouse, d'une part, dans un premier temps, mais qui a bouleversé toute la France. Sachez que les obsèques de Cécile Combette ont amené une grande partie de la population derrière son cercueil qui était amené à Terre-Cabade. Alors les parents de Cécile sont tellement pauvres qu'ils n'ont évidemment pas de concession et que c'est un brave homme qui possédait un caveau qui a accepté d'accueillir la dépouille
de Cécile. Et aujourd'hui, quand on va à Terre-Cabade, on peut toujours chercher son nom, cette pauvre Cécile. Le caveau en question est sous le nom d'une autre famille. Et comme on n'a pas le droit légalement de photographier les tombes dans un cimetière, euh, tout le monde évite d'aller faire cette photo. Donc la population entière a suivi une procession qui partait de la Dorade et qui alliait jusqu'à Terre-Cabade, avec des arrêts devant tous les édifices religieux. C'est assez inimaginable. Euh, pour ceux qui l'ont vécu, on pourrait penser aux obsèques du cardinal Saliège, avec la même foule. Mais la population a été traumatisée par cette affaire. Et donc va s'engager, juste toujours sur euh, l'image qui est à votre gauche, c'est une des complaintes qui ont été écrites sur la mort de Cécile, et tous les autres. La publication d'ouvrages sur l'affaire Cécile Combette de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle et jusqu'à nos jours encore fait l'objet d'un nombre de publications incalculable. Donc je vous disais que l'enquête a été menée avec une précision incroyable. Sachez que euh, les personnes qui ont mené l'enquête ont fait intervenir 2 et même 3 légistes sur le corps de Cécile, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque. Et comme ça ne suffisait pas, on a demandé à des architectes d'étudier le sujet. C'est-à-dire que la justice a demandé à des architectes et à des maîtreurs de publier l'intégralité des plans et élévations de tout le couvent des frères de l'école chrétienne pour démontrer comment la victime a pénétré dans le bâtiment, comment elle a été assassinée, quel a été son parcours exact dans tous les bâtiments. Et sachez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 2 parties, une partie noviciat et une partie intendance. Et il se trouve que les 2 parties étaient rejointes par un souterrain qui passait sous la rue Caraman. Pardon. Et donc, on a fait intervenir des architectes, des maîtreurs, des spécialistes de la balistique pour savoir comment on pouvait avoir projeté un corps pour qu'il retombe précisément à l'endroit où on l'a trouvé. Je pense que j'ai mis l'illustration. Voilà, vous avez en bas à gauche les études balistiques qui ont démontré que le corps n'avait pas pu être projeté à la main parce qu'il serait tombé plus loin que l'endroit où il est tombé, ce qui a amené les inspecteurs à inspecter le jardin du couvent, à trouver les traces au sol d'une échelle qui avait disparu, et se sont rendus compte que les plantes qui poussaient dans le jardin côté des frères se retrouvaient dans la chevelure de Cécile côté cimetière Saint-Aubin. C'est dire l'application que la justice et la police a mis pour enquêter sur cette affaire. Je pense que pour le milieu du 19e siècle, c'est presque une enquête de police idéale. Et à partir du moment où cette enquête de police est idéale, on pouvait supposer que le désigné coupable était forcément coupable. Parce que tout dans l'enquête désignait qu'un frère des écoles avait assassiné Cécile Combette. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas le bon qui a été condamné. Donc voilà les études balistiques. Et évidemment, la presse s'est emparée, et les caricaturistes et les illustrateurs se sont emparés de l'affaire, et ils ont imaginé ce pauvre Louis Combette ayant massacré et violé cet enfant, se saisissant d'une échelle côté jardin des frères et montant sur l'échelle et balançant le corps directement au contrebas du mur côté cimetière Saint-Aubin. Les illustrations que cette affaire a donné lieu sont innombrables. J'ai pris celle-ci parce qu'elle est assez dramatique. Et donc, ce pauvre Louis passe en justice, va être jugé par la cour d'assises de Toulouse. La grande autre particularité de cette affaire, qui est peut-être unique dans l'histoire, je ne sais pas si elle est unique dans l'histoire de la justice toulousaine,
c'est que les magistrats qui vont commencer à juger Louis sont à la fois pour certains les mêmes et pas les mêmes que les magistrats qui vont le condamner. Pourquoi est-ce que je dis ça? L'affaire se situe, le milieu de l'affaire, c'est les journées de révolution de 1848. C'est-à-dire que l'affaire est instruite et commentée par le procureur du roi, et la sentence et les débats seront prononcés par le procureur de la République. C'est très particulier. D'ailleurs, l'affaire a été suspendue le temps de la Révolution. Heureusement qu'elle a été assez rapide. Mais si cette particularité-là, c'est-à-dire que la Cour de justice royale qui commence le procès euh, va être différente de la Cour républicaine, puisqu'on est encore en République jusqu'en 1852, me semble-t-il, qui va sanctionner le coupable. Le président, c'est Monsieur de la Baume, noblesse toulousaine. Le procureur général, c'est Monsieur Doms, noblesse toulousaine. Alors on pourrait se dire que ces nobles toulousains font pas partie de la, de la presse et du monde anticlérical de Toulouse. Le problème, c'est que ces aristocrates sont tout à fait conscients de la situation politique de leur pays, du basculement qui va se produire, et on peut penser que leur démarche est un peu liée à ce climat politique et leur attitude forcenée à vouloir démontrer que ce pauvre Louis Bonafous est coupable va être en lien avec cette situation politique. L'avocat général, c'est M. Dalquier, mais surtout le personnage le plus important, ce sont les avocats de Louis. Et en particulier Jean Gasque, qui va s'avérer être un avocat assez exceptionnel dans son parcours, Saint-Gest moins, et qui va devoir lutter contre des magistrats avec un héroïsme d'avocat, alors je ne sais pas si le terme existe, qui va être exceptionnel, sachant que le procureur et le président du tribunal ayant décidé que Louis Bonafous était forcément le coupable, tout dans leur attitude va aller dans ce sens. C'est-à-dire que les quelques témoins à décharge, et pour certains, ce sont des témoins à décharge qui avaient un défaut de mémoire. Bon, ils se sont trompés de jour, mais bon, c'était théoriquement des témoins à décharge. Les quelques 2 ou 3 témoins à décharge vont être tellement psychologiquement et moralement maltraités qu'ils vont évidemment tout de suite se récuser. C'est-à-dire qu'il y a 2 témoins en particulier qui affirment avoir vu Cécile après le drame. Ben, on va les mettre en prison 1 jour et 1 semaine pour voir si vraiment ils ont vu vraiment Cécile ce jour-là. Comté, l'employeur de Cécile, va lui aller en prison presque 1 mois. Et Maître Gasque, qui va se battre comme un lion contre le président du tribunal et le procureur, va être sans cesse menacé par ces 2 magistrats qui pensent que ces déclarations sont une offense au tribunal. Et plusieurs fois, le président et le procureur lui rappellent que si ça continue comme ça, il risque lui-même de subir des sanctions. Maître Gasque ne va pas se laisser démonter, il va continuer héroïquement à défendre son client. Euh, et les avocats parisiens qui viennent assister, parce que alors c'est le procès auquel il faut assister en France en 1848. Les grands avocats parisiens qui viennent assister au procès sont scandalisés par l'attitude du procureur et du président. Ils apportent leur soutien à Gasque, mais ça n'y fait rien, parce qu'eux-mêmes vont être menacés par le procureur et par le juge. Et donc, on va assister à un procès qui a forcément désigné son coupable. Et on peut penser que ces 2 magistrats forcenés
on pourrait peut-être même pas leur reprocher leur attitude, puisque le coupable est vraiment un frère. Alors, ce n'est pas celui-là, mais c'est dommage pour Louis. C'est dommage que le directeur de l'école chrétienne ait sacrifié son agneau pour tous les autres, mais tout le procès va se situer comme ça. Et on a un exemple, par exemple, du procureur qui va évoquer une idée qui est, si j'allais dire monstrueuse, elle est monstrueuse, elle peut paraître parfois évidente dans certaines affaires, mais là, en l'occurrence, elle est monstrueuse. Le procureur va dire, vous voyez, ce sont des frères des écoles chrétiennes, ce sont des religieux. Les religieux n'ont pas le droit à avoir un rapport charnel, donc ils sont frustrés sexuellement. Donc c'est normal qu'un religieux, qu'un frère, viole une jeune fille. Et, et puis évidemment, toute la presse anticléricale de Toulouse s'empare de l'idée. Euh, c'est un religieux, il est frustré, et donc c'est normal, c'est évident que ce soit lui, puisqu'il est frustré. Une jeune fille de 14-15 ans rentre dans le monastère, dans l'école pour livrer des livres avec son relieur de patron, et forcément, elle passe au milieu de jeunes religieux et que ses frères ont toute vocation à la violer. C'est, il y a des tas de choses choquantes dans cette affaire. Déjà le massacre de cette pauvre enfant, mais cet exercice, d'aller dire, de l'injustice, elle est vraiment choquante. Et donc, toutes les preuves vont être analysées, en particulier cette fameuse pièce à conviction qui est la chemise d'un des frères qui est tachée. Et on va se dire, mais c'est évident. Euh, qui est-ce qui est responsable des chemises, du nettoyage des chemises? C'est le frère Bonafous. Donc, si la chemise est partie au nettoyage, ça rappelle des choses qui sont très proches de nous. Si la chemise est partie au nettoyage, ben c'est forcément lui le coupable. Et Louis ne va pas se défendre. Il n'en a pas la capacité intellectuelle. Déjà, il, il est complètement intimidé par la situation. Euh, pour ma part, je pense que son directeur et que l'ensemble des responsables de l'école chrétienne pouvaient bien savoir ce qui s'était passé et l'ont laissé condamner. Et il va être donc condamné, mais normalement, vu le drame, il aurait dû être condamné à mort. N'importe qui, à l'époque, ayant commis ce type de meurtre et la façon dont il a été commis, passait à la guillotine à 200%. Et ce qui est bizarre, parce que il apparaît que les preuves pour condamner Louis Bonafous n'étaient pas assez suffisantes pour qu'on le condamne à mort. Donc on l'a condamné au bagne. Il s'est laissé condamner. Il est parti, il a passé un an au bagne de Toulon. Il a été exemplaire, puisque les autres condamnés au bagne, les autres bagnards, lui avaient donné un surnom alors je ne sais plus le surnom, il doit l'avoir écrit quelque part, mais c'était le frère qui aide les autres, celui qui aide les autres. Et puis, comme il était de santé fragile, eh ben, il va mourir au bout d'un an. Et donc, pour la presse toulousaine, pour le tribunal de Toulouse, Louis Bonafus est le coupable. Et il va falloir attendre, donc le voilà, si c'est là qu'on voit ce pauvre. Là aussi, c'est drôle que la presse et les illustrateurs se soient emparés, y compris de l'image de ce pauvre Louis Bonafous, condamné au bagne, pour le représenter au bagne. Euh, Est-ce qu'il y a eu quelque part à un moment une réaction, une prise de conscience de peut-être d'un problème? Quoi qu'il en soit, le 26 janvier 1850, Louis Bonafous meurt au bagne. Et vous allez me dire, fin de l'histoire. Ben non, c'est pas fin de l'histoire. 19 ans après, alors je vais prendre mon aide-mémoire parce que alors là,
ça devient un peu compliqué. Hop, attendez, voilà. Euh, le 26 janvier 1850, donc c'est bien après, on découvre à l'écluse du Béarnais le corps d'une femme dans le canal, coupé en morceaux. L'enquête commence. On s'aperçoit que c'est une ancienne prostituée qui est la maîtresse d'un individu qui tient hors centre-ville, dans des lieux plus ou moins bien famés. Le canal du Midi, au XIXe siècle, c'est l'endroit c'est le secteur sensible, comme on dirait aujourd'hui, de Toulouse. Ah, pardon. C'est le lieu de tout. C'est le lieu de tous les trafics. C'est le lieu de la prostitution. Bon, on s'aperçoit que cette femme, ancienne prostituée, est la maîtresse d'un cabaretier proche du lieu, que des témoins ont vu ce cabaretier euh, tôt le matin transporter quelque chose dans une charrette vers l'écluse du Béarnais. On perquisitionne le domicile du cabaretier et on retrouve les bijoux de cette pauvre femme coupée en morceaux. L'auteur, il faut que je retrouve son nom, l'auteur du meurtre, de ce meurtre-là, avoue. Il s'appelle euh, Aspe. Aspe, l'auteur de ce crime, était frère des écoles chrétiennes en 1847. Il s'occupait des cuisines. Et on commence à supposer qu'il y a un lien entre cet individu qui a été chassé des frères de l'école chrétienne dès la fin du procès, qui a erré jusqu'en Lorraine, qui a eu une vie d'aventure et de méfaits divers et variés, que ce frère, donc, que Aspe, était commis aux cuisines, frère et commis aux cuisines des écoles chrétiennes en 1847. Du coup, on ressort tous les documents et on s'aperçoit que le trajet de la pauvre victime n'a pas été celui qu'on supposait et qu'on attribuait à Louis Bonafous, mais que cette enfant, une fois qu'elle a été massacrée et violée, si le corps était un peu déformé, c'est parce qu'il avait été caché sous le four des cuisines des frères de l'école chrétienne. Aspe ne va jamais avouer le meurtre de Cécile Combette, ne va jamais avouer officiellement le meurtre de Cécile Combette. Par contre, à la fin de sa vie, il va aller trouver le curé de Miglos, en Ariège, et il va se confesser au curé de Miglos, et il va mourir peu de temps après. Le curé de Miglos va trouver son ami évêque de Pamiers, et pour lui, ça doit être tellement énorme qu'il ne peut pas garder le secret de la confession. Alors il se confesse lui-même à un autre religieux, à un évêque, et il avoue à cet évêque qu'Aspe a reconnu le meurtre de Cécile Combette. L'évêque ne peut rien faire sinon prévenir un certain nombre de sommités et religieuses et judiciaires de son époque, mais l'aveu ne sera jamais reconnu. Et officiellement pour la justice, c'est Louis Bonafous qui a tué Cécile Combette, et ce n'est pas son vrai meurtrier. Ce qui rend l'affaire encore plus terrible. Euh, la justice, s'appuyant sur une police qui a fait parfaitement son travail, peut condamner un innocent. Moi, c'est ce qui me perturbe le plus, en dehors de la mort de Cécile Combette. Et le vrai coupable, Aspe, qui a découpé sa maîtresse en morceaux pour la jeter dans le canal, eh bien, il ne sera pas condamné à mort. Il sera condamné au bagne. Est-ce que vous imaginez pourquoi il n'est pas condamné à mort? Je vais le dire tout de suite. Sa victime est une prostituée. Quand on tue une prostituée au XIXe siècle, on a des circonstances atténuantes. Voilà pour cette affaire. Alors,
J'ai jamais pu l'aborder en conférence parce que c'est la dernière et que j'ai jamais eu le temps d'en parler. Mais même si j'avais parlé que de celle-ci ce soir, euh, ça me paraissait essentiel. Alors, si on a le temps, ah, oh oui, on va passer Calas, on connaît. Allez, on va aller voir Violente. Alors, faut que je vais faire vite sur Violente parce que l'histoire est pittoresque, mais bon. Hop, 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 hop. Début du XVIIe siècle, donc justice royale rendue par les capitouls possiblement et par le Parlement de Toulouse. Là, l'affaire va tout de suite aller au Parlement pour deux raisons. Cécile, oh non, Violente et noble, et un de ses complices meurtriers est aussi noble. Et le troisième complice est religieux. Le dernier complice est étudiant, il n'est pas noble, mais l'affaire va partir directement au Parlement de Toulouse pour être instruite au Parlement de Toulouse. Pourquoi on connaît cette affaire très précisément? Cette affaire a donné lieu à des tas de publications, y compris une publication récente qui a été faite sur le sujet, qui est un peu romancée, qui comporte, à mon avis, quelques erreurs. Tout simplement parce que le magistrat, M. de Ségala, juge au Parlement de Toulouse, qui a instruit l'affaire et qui a jugé Violente, était tellement éberlué par cette histoire qu'il a publié un commentaire précis, mais alors très très précis, de l'affaire, des coupables, de la victime, de la procédure, des débats. Je pense que sur Toulouse, au XVIIe siècle, c'est certainement l'affaire la mieux documentée et la plus précisément documentée, puisque c'est le magistrat qui a jugé la personne qui a relaté le procès. Alors, Violente, alors ça peut vous paraître étonnant ce prénom, mais c'est un prénom qui était très courant à la fin du Moyen Âge et au XVIe siècle. C'est même un prénom qui était donné souvent aux princesses et aux souveraines. Dans son étymologie, violente ne veut pas dire violente, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais audacieuse, déterminée. C'est le sens du mot. Il y a des reines du Portugal, et même des princesses italiennes qui ont porté ce nom de violente, qui est quelquefois dérivé en Yolande à partir d'une certaine époque et qui n'est plus employé au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Violente est la fille de Monsieur de Castro. Monsieur de Castro est originaire du Portugal. Un certain nombre d'historiens pensent, il est médecin, un certain nombre d'historiens pensent que c'est une famille marane. Donc c'est une famille juive d'origine au Portugal, convertie de force, puisque au XVIe siècle, les Juifs en Espagne et au Portugal étaient convertis de force. Ils exerçaient leur religion en cachette. Lorsque l'Espagne s'est emparée du Portugal à un moment du XVIe siècle, elle a aussi chassé une partie des Juifs. Il se trouve que la famille de Castro transite par Burgos. Monsieur de Castro étant un excellent médecin, il commence à exercer sa profession à Burgos, et puis il en est chassé. Et les deux Castro arrivent à Toulouse au tout début du XVIIe siècle, même peut-être à l'extrême fin du XVIe, et s'installent à Toulouse. Le docteur de Castro jouit d'une renommée dans toute la ville. C'est un excellent médecin. Son fils a fait des études de médecine et il est aussi un très bon médecin. Tout le monde sait quelle est l'origine de la famille, mais comme dans beaucoup d'endroits en France, on a souvent de bons médecins juifs et donc on fait l'impasse sur l'idée, surtout que de toute façon, ils ne sont pas juifs, puisque les juifs n'existent pas, n'existent plus. Ce sera la même chose pour Calas. Hein. Calas, quand il va être condamné, il est protestant, mais il ne peut pas être protestant, puisqu'on n'a pas le droit d'être protestant. Donc ils sont tous baptisés, les Calas comme les deux Castro au XVIIe siècle. Donc voilà, la famille s'installe à Toulouse et tout se passe bien. Monsieur de Castro et son épouse ont des enfants, un fils médecin et des filles. Parmi ces filles, il y a l'aînée qui s'appelle Violente. Violente, pendant le séjour à Burgos, a eu la bonne idée
d'épouser un vieil aristocrate de Burgos qui s'appelle Monsieur de Batz. Quand ils arrivent à Toulouse, Monsieur de Batz a eu la bonne idée de disparaître et de laisser son titre et un peu de sa fortune à son épouse Violante. Donc Violante vit un peu séparément de la famille de Castro. Elle vit tellement séparément de la famille de Castro qu'elle a décidé d'organiser sa vie comme elle en a envie. Et elle va avoir l'idée de faire ce que les hommes faisaient à son époque, mais que les femmes n'avaient pas le droit de faire. Normalement, les hommes, dans la bonne société, prenaient une, deux maîtresses, ou une maîtresse à l'extérieur et une autre maîtresse dans le personnel de la maison. Violante, elle va décider de prendre 4 amants. Et avec une organisation exceptionnelle. Elle va prendre ses amants dans des tranches d'âge différentes et dans des situations sociales différentes. Le plus vieux, qui est noble, je vais commencer par là. Le plus vieux, c'est-à-dire le second sur l'image, qui est François de Guéraud, grande famille capitoule, grande famille de la noblesse toulousaine. C'est le plus vieux, il a 66 ans. Prendre un amant de 66 ans, quand on est une jeune femme, bon, pourquoi pas. C'est le plus prestigieux quand même, hein, François de Guéraud. Il est conseiller au sénéchal, c'est-à-dire qu'il exerce une fonction de justice. Bon. Ça a été le plus amoureux de Violante. Le plus jeune, c'est un étudiant, Antoine Candolas. Il est tout jeune, ça fait le pendant au plus vieux. Et puis dans les deux autres, il y a un religieux, Arias Bourdéus. C'est un moine augustin qui est professeur de théologie à l'université de Toulouse. Et le troisième, c'est François Esbaldit, qui exerce au Parlement de Toulouse, puisqu'il est juriste, il est clerc commis au greffe du Parlement. Donc, Violante organise sa vie avec ses 4 amants, choisis dans des classes différentes de la société et dans des tranches d'âge différentes. Et on pourrait croire qu'elle gère ses 4 amants différemment, un par un. Eh bien non. Ces 3 amants sont super copains les uns avec les autres. Les 4, pardon, décidément. Les 4 amants sont très amis les uns avec les autres. Ils organisent des dîners ensemble avec Violante. Vraiment, comme il existe des trouples, là, il existe un quintouple. Mais ce quintouple fait jaser dans Toulouse et Violante ne peut pas continuer comme ça. Et François de Guéraud se dit, on va régler la situation. La seule façon de le régler, c'est de marier Violante. Alors, pardon. On la marie en mai 1608. Il faut trouver un mari qui soit le moins gênant possible. On va le chercher à Gimont, sur la route d'Auch. Et c'est bien parce qu'il est pauvre. Il est avocat quand même. Il est pauvre, il est vieux et il est laid. On se dit, mais c'est le candidat idéal. Et donc, nos quatre amants organisent tout ça. Monsieur de Guéraud va trouver Pierre Romain, puisque c'est son nom, pauvre victime, à Gimont, et lui propose le marché. Et Pierre Romain accepte, moyennant rétribution. On le fait venir à Toulouse. En mai, on le marie à Violante. Et puis on se dit, on va le renvoyer à Gimont. Et maintenant que Violante est mariée, on va pouvoir continuer notre petit train-train à 5. Le problème, c'est que quand Pierre Romain découvre Violante, le magistrat qui l'a jugée l'a décrit comme une des personnes les plus troublantes physiquement, une vampe hollywoodienne, une femme fatale, avec d'une beauté extraordinaire. Et donc, Pierre Romain, quand il va voir cette femme extraordinaire, fatale, il va dire aux 4 autres, mais non, moi je ne retourne pas à Gimont.
Je reste, et puis on va envoyer donc, en désespoir de cause, on envoie le couple à Gimont, en se disant, on va envoyer Violante quelques jours, quelques temps à Gimont, et puis on va la faire revenir toute seule. Eh bien non. Pierre Romain, le mari officiel, décide de la garder avec lui. Que faire? Ben, que faire, c'est pas compliqué. Le mari permettra à Violante, tout ça. Bon, le mari ferait de Violante une très belle veuve. Donc il faut supprimer le mari. Hein, donc je ne vais pas passer, donc je vais en rester là. Il faut supprimer le mari. Alors au niveau du lieu, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur de Guéraud va chercher Pierre Romain à Gimont, il invite à Toulouse, et un soir, il invite, je dirais, il invite au restaurant, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, mais pas dans un établissement chic de la Toulouse du XVIIe siècle. Non, on va dans les faubourgs. Arnaud Bernard. Donc, Monsieur de Guéraud et le mari dînent, boivent, et ils rentrent à l'endroit où doit habiter provisoirement Pierre Romain le mari. Ils prennent la rue de l'Esquille, si on est tout près du Capitole de la rue du Thor, ils prennent la rue d'Esquille. Alors c'est soit la rue de l'Esquille, soit la rue des Lois. Et ils arrivent non loin de la chapelle des Pénitents Blancs, qui est le pavé en saumon, enfin en violet, qui est sur le plan. Et tout d'un coup, Monsieur de Guéraud, dans la nuit, et le mari Pierre Romain qui l'accompagne, sont attaqués par une bande de malfrats. Et c'est drôle parce que les malfrats ne se jettent pas sur le plus richement habillé, Monsieur de Guéraud, ils se jettent tous sur ce pauvre Pierre Romain. Et le poignard, à coup de poignard, à coup d'épée, et rien à Monsieur de Guéraud. Et il laisse évidemment ce pauvre Pierre Romain mort sur le pavé. Monsieur de Guéraud, tout est combiné, tout est calculé. Monsieur de Guéraud, qui a quand même des amis et des connaissances en matière de justice, se précipite au Capitole, où là, il y a le guet, la main forte. La police judiciaire des Capitoles s'appelle la main forte. C'est une garde, une espèce de police. Et va leur dire, c'est affreux, je raccompagnais mon ami Pierre Romain, on a été attaqué par des malfrats au coin d'une rue, à proximité de la chapelle des Pénitents Blancs, et ce pauvre Pierre Romain a été lardé de coups de couteau et d'épée. Je me porte, alors j'allais dire partie civile, je, 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 j'en fais appel à la justice et moi-même je témoignerai dans cette affaire de justice pour dire combien c'est monstrueux que ce pauvre garçon ait été assassiné. Puis quand même, euh, le capitoul en charge de la justice, les capitouls, il y en a deux, en charge de la justice et de la police, se disent, mais c'est quand même bizarre. Ces malfrats qui étaient nombreux, ils se sont jetés que sur un seul homme et pas le plus richement vêtu. C'est quand même étrange. Pourquoi monsieur de Guéraud n'a pas été attaqué? Comment ça se fait qu'il est complètement indemne? Et là va se mettre en marche, mais alors très, 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 très rapidement, la justice va comprendre tout de suite quel est le sens de l'affaire. Elle va comprendre tout de suite que monsieur de Guéraud a des complices, il n'est pas coupable du meurtre, c'est pas lui qui a porté les coups de couteau, qu'il est complice dans cette affaire de meurtre et que peut-être la veuve a quelque chose à voir aussi dans ce meurtre. Et la justice va aller très, 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 très vite. Alors, je vais revenir à ces quatre amants. Va aller très, 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 très vite. Et deux des coupables, alors évidemment, dans les malfrats qui ont trucidé le pauvre Pierre Romain, il y a Antoine Le Candolas, l'étudiant, et François Esbaldit, le juriste clerc commis au Parlement. Et
deux des quatre coupables, je devrais dire cinq parce que Violante est aussi coupable, deux des quatre coupables vont s'enfuir, en particulier le prêtre, Arias Bourdeus, et Esbaldit aussi, vont s'enfuir. Alors c'est là que l'affaire, en dehors du côté pittoresque, a un sens, vont s'enfuir dans des villes protestantes aux abords de Toulouse. Enfin, aux abords pour Montauban et un peu proche de Toulouse, à Nîmes. Pourquoi? Aussitôt arrivés à Nîmes et à Montauban, ils adoptent la religion protestante. Nîmes et Montauban sont des places fortes protestantes. Les protestants sont jugés par des juridictions protestantes. Et ils pensent, les deux enfouis en ville protestante, que là, ils vont avoir une certaine protection et que la justice va un peu les épargner. Le problème, c'est que c'était assez mal renseigné. Pour qu'une juridiction protestante juge un protestant, il faut que ce protestant ait une certaine pratique temporelle de sa religion. Ce n'est pas ces deux individus arrivés la veille qu'on va considérer comme des protestants convaincus. Et donc, la justice de ces villes va remettre les deux lascars aux mains du Parlement de Toulouse, qui va juger et instruire l'affaire, en particulier le président au tribunal au Parlement de Toulouse, M. de Séguéla. Et tout de suite, tout le monde va trahir tout le monde dans cette affaire. Euh, D'abord ceux qui sont soumis à la question, parce que quand même, la torture, euh, ça fait pas du bien, donc on finit par avouer. Tout le monde se dénonce, chacun dénonce les autres, et puis en fin de compte, chacun dénonce Violante. Alors au début, un des comparses euh, qui ne voulait pas dénoncer Violante finit par dire, parce que les trois autres l'ont dénoncé, euh, euh, oui, moi je voulais pas dénoncer Violante parce que vous savez, les femmes, c'est pas fiable. Euh, Ça craque tout de suite. Donc, si tout le monde n'avait rien dit, peut-être que Violante n'aurait pas été incriminée. Mais la justice, l'instruction démontre que même si elle n'est pas l'instigatrice, parce que c'est probablement François de Guéraud qui est l'instigateur de cette affaire, elle est forcément coupable, elle est forcément complice. Donc, elle va être aussi jugée comme les... Le jugement, en un an, l'affaire est pliée. Celui qui va résister le plus longtemps, c'est terrible, c'est François de Guéraud, c'est le plus vieux. Euh, Même sous la torture, il ne va rien avouer. On ne peut pas lui faire avouer sa complicité dans l'affaire. Et on va user d'un stratagème monstrueux, c'est-à-dire qu'on va lui dire, eh ben, c'est pas compliqué, sous la torture, vous n'avouez rien. On va soumettre à la question votre fils. C'est rude. Et là, il craque, puis il avoue tout. Il avoue tout comme tous les autres. Et donc, tout ce petit monde va être condamné par le Parlement de Toulouse, par le juge M. de Séguéla, à des peines différentes. Celle qui aurait dû subir la peine la plus infamante, c'est Violante. Violante, elle est condamnée à être, alors attendez, dans l'ordre, parce que sinon ça ne va pas marcher, décapitée, parce qu'elle est noble, déjà, puisqu'elle s'appelle de Batz, qu'elle a épousé son aristocrate d'Espagnol de mari. Donc elle ne peut pas être pendue. Donc elle doit être décapitée. Alors je ne sais plus dans l'ordre si c'est découpée en morceaux et brûlée. Euh, on ne sait pas pourquoi, est-ce que parce qu'elle est noble, est-ce que parce que c'est une femme, elle ne va être condamnée qu'à être décapitée. On lui épargne tout le reste. Vous me direz, une fois qu'elle a été décapitée, le fait d'être brûlée n'a pas beaucoup d'incidence. Donc les autres vont être jugés et condamnés avant elle, ils vont tous être à la fois soumis à la question et exécutés. Le pauvre jeune Candolas, c'est le 13 février 1609. Euh, François de Guéraud, c'est le 12 février 1609 aussi. Enfin, toutes les exécutions se suivent. François de Guéraud, quand même, en exécute un membre de la haute société toulousaine. C'est pas rien. Euh, euh, Lui, par contre, est-ce que c'est parce qu'il est noble? Il va être décapité et écartelé.
Brûler, non. Le religieux dans l'affaire, c'est-à-dire Arias Bourdeus, professeur de théologie à l'Université de Toulouse, qui est celui qui ne se fie pas aux femmes parce qu'elles ne sont pas fiables, il est exécuté le 12 février, exactement comme François de Guéraud. Ça va très vite, là. Ce n'est pas du tout comme l'affaire précédente. Tout va très vite. Et le dernier exécuté, c'est François Esbaldit, le juriste clerc au Parlement de Toulouse, qui est exécuté le 14. C'est-à-dire qu'entre le 12 et le 14 février, entre le 12 et le 14 février, les 4 assassins sont condamnés, exécutés. Violente, ça va être un peu différent. Pardon, alors, faudrait que, non, décidément. Euh, non, c'est pas là. Hop, j'ai qu'elle est passée. Ah. Violente, donc, va être jugée, condamnée à être décapitée seulement, puisqu'elle... Ah oui, elle devait être étranglée aussi, j'oubliais. Elle devait être étranglée, décapitée, coupée en morceaux et brûlée. Mais elle n'est que décapitée. Et ça se passe le même mois, tout à la suite, le 16 février 1609. Et montant sur l'échafaud, elle va adresser à toutes les femmes toulousaines un discours. Alors on ne sait pas si c'est un discours qu'elle a elle-même rédigé ou qu'on lui a fait rédiger, parce qu'il est tellement moraliste que faire lire un tel discours à une femme qui s'est libérée de toutes les contraintes morales de, de son époque, j'ai quelques doutes sur le fait qu'elle soit vraiment l'auteur de ça, puisqu'elle dit, regardez, alors je vous lis, regardez mesdames, ces tendres mains serrées d'une grosse corde, regardez ce chef superbe voilé d'une toile grossière et qui sera tout maintenant séparé de son corps. Regardez celle qui était baignée aux délices du monde, alors ça c'est un peu particulier comme réflexion, et qui pour s'y fier vous sert de spectacle, ne lui étant resté de tous ses courtisans que ceux que vous voyez à ses côtés, etc., etc. Et donc, elle va inviter les Toulousaines à ne pas mener la vie qu'elle a menée elle-même. Voilà. Et cette affaire est particulière, comme la précédente, d'abord parce qu'on n'a pas attendu que les historiens échafaudent des théories plus ou moins vérifiables. C'est le juge qui l'a jugé, qui nous a laissé l'écriture complète de son procès. Alors c'est sûr, là aussi, ça a frappé les gens, parce que quand on lit le texte entier de M. de Séguéla, on se demande s'il n'est pas tombé sous le charme complet de cette jeune femme qui décrit vraiment comme la femme fatale. Donc voilà pour l'affaire violente de Castro. La seule particularité qu'elle nous apporte au niveau de l'exercice de la justice à cette époque, c'est qu'à cette époque, on avait une justice double, une justice pour les protestants, une justice pour les catholiques. Et un protestant qui assassinait quelqu'un à Toulouse, un vrai protestant, pouvait se réfugier à Nîmes pour être jugé par un tribunal protestant. Évidemment, sous Louis XIV, avec l'abolition de l'édit de Nantes, tout ce principe de fonctionnement de la justice va disparaître. Alors, je ne sais pas si je peux aborder trois sujets sur Calas sans rentrer dans l'affaire. Ah oui, bah juste alors ce qu'on ne connaît pas de la... Hop. Le contexte d'abord. Calas, c'est mai 1000, printemps 1762. Le contexte, c'est la ville de Toulouse. La ville de Toulouse, en cette année 1762, elle célèbre la fête principale de Toulouse avant la Révolution. La fête principale de Toulouse, c'est, alors je sais un nom, le Grand Exil, le Grand Chassement. Il se trouve que Toulouse a fait sa Saint-Barthélemy 10 ans avant Paris. Des précurseurs, peut-être que ce n'était... Euh, en 1562, dans Toulouse, c'est la guerre civile. Mais la guerre civile, vraiment. C'est-à-dire que les protestants et les catholiques s'entretuent, y compris à coups de canon, des canons posés sur le clocher des Jacobins qui tirent sur le Capitole. C'est la guerre, une vraie guerre civile. Cette guerre civile est définitivement gagnée par les catholiques qui expulsent tous les protestants de la ville. Un 17 mai 1562. Et tous les 17 mai 62 de toutes les années qui vont suivre jusqu'à la Révolution,
la principale fête de Toulouse, c'est pour commémorer l'expulsion et l'extermination des protestants. C'est dire si on déteste les protestants. Alors ce pauvre Calas va faire aussi les frais de cette aventure. L'autre problème, c'est que pendant l'affaire Calas se passe quelque chose en Europe qui va être très, très, très défavorable à la France. C'est la guerre de 7 ans. Le pays qui perd le plus, qui perd tout pendant la guerre de 7 ans, c'est la France. La France, elle perd une partie de ses finances et elle va se trouver très endettée, mais elle perd surtout toutes ses colonies. Le Canada, les Indes, etc., etc. Lorsque se produit l'affaire Calas, la population ultra-catholique de Toulouse a deux sujets pour haïr les protestants. C'est d'une part la fête annuelle de 1562, et on est en pleine guerre de 7 ans, guerre qu'on perd, guerre qui a des incidences sur tout le territoire. Je voulais signaler ces deux faits parce qu'ils sont fondamentaux dans l'affaire. On a une population qui a fait sombrer Toulouse depuis le XVIIe siècle, depuis le XVIe siècle même, dans un arriérisme de pensée, dans une pratique ultra catholique de la religion, où la religion décide de tout, mais avec excès. Et donc, dans cette ville ultra-catholique, en pleine guerre de 7 ans, où la population subit les effets de la guerre, et poussée par cette fête qui parfois frôle l'hystérie, mais vraiment la fête de 1762, comme toutes les autres des années 62, c'est un délire de population dans la rue pour célébrer l'expulsion et le massacre d'une partie de la population. Décidément. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'affaire. J'ai essayé de voir ce que je peux vous en dire. Bon, tout le monde connaît l'affaire Calas. Calas, si on applique le code de Louis, je vous parlais tout à l'heure du code Louis, du code instauré par le roi Louis XIV, Calas n'aurait jamais dû être arrêté le soir de l'affaire. C'est-à-dire le soir de l'affaire, on découvre, la famille découvre d'abord le corps de Marc-Antoine pendu. La police capitulaire va trouver le corps de Marc-Antoine pas pendu mais couché par terre. Très vite, le capitoul en charge de la police et de la justice, M. de Baudrigue, c'est David de Baudrigue, mais David n'est pas son prénom. Le nom entier, c'est David de Baudrigue. Son prénom, c'est, me semble-t-il, Raoul. David de Baudrigue arrive sur les lieux de l'affaire, commence à se lamenter avec la famille sur le cadavre de ce pauvre Marc-Antoine. Et puis, dans la population, il y a quelqu'un qui fait remarquer à M. de Baudrigue que les Calas sont protestants. On n'a pas le droit d'être protestant à cette époque à Toulouse. On est protestant, tout le monde le sait, mais on a l'obligation de se baptiser catholique, puisque les protestants ne peuvent pas exister. Et quand on est protestant, on n'a droit d'accéder à aucune fonction publique. On ne peut pas devenir avocat, on ne peut pas devenir magistrat, les juifs ont le droit d'être banquiers et médecins, les protestants ont le droit d'être banquiers, courtois. Ça vous dit quelque chose, courtois? Banque courtois. Ont le droit d'être même puissants protestants, courtois, mais pas magistrats, mais pas avocats. C'était l'idée qu'avait Marc-Antoine, c'était d'accéder à la position d'avocat, mais il ne peut pas, il est protestant. Il est baptisé catholique, mais il est protestant, donc il ne peut pas être avocat. Donc, un passant dit au capitoul de Baudrigue, mais les Calas sont protestants. Et alors là, M. de Baudrigue change radicalement. Il est fait arrêter tout de suite, toute la famille. Le code Louis, le code instauré par Louis XIV, ne dit qu'on ne peut arrêter un coupable que s'il est pris en flagrant délit ou que si on a des preuves flagrantes qu'il a commis le meurtre. Donc, M. de Baudrigue n'avait pas le droit d'arrêter Calas et sa famille le soir même. M. de Baudrigue, au lieu de faire intervenir un médecin, un légiste, ça ne s'appelle pas un légiste à l'époque, un légiste, et de faire une autopsie et de perquisitionner la maison, attend 3 jours avant de le faire, qui est tout à fait anormal. Alors, je ne vais pas revenir, je ne vais pas vous détailler l'affaire Calas, mais toute l'affaire Calas
est fondée sur un capitoul qui est tombé dans cet ultra-catholicisme forcené, qui veut forcément que les Calas ont tous d'abord assassiné leur fils. Après, on dit non, c'est qu'on ne va pas condamner la mère et les deux filles et les fils. Mais c'est Jean Calas, c'est le père qui a assassiné son fils, parce que son fils voulait se convertir à la religion protestante, parce que déjà le cadet s'était converti catholique, le cadet s'était déjà converti à la religion catholique pour accéder à des fonctions publiques. Donc on va se dire, ben, Marc-Antoine voulait aussi se convertir et le père l'a tué. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu aucune preuve et tout le monde, tout donne à penser que Marc-Antoine s'est suicidé. C'était quelqu'un de neurasthénique, c'était quelqu'un qui ne citait que du Hamlet, mais dans les vers les plus sombres d'Hamlet. C'est quelqu'un qui jouait dans la rue des Trois Billards, ou des Quatre Billards, qui est juste à côté de chez lui, qui existe toujours, cette rue, qui perd une fortune au billard. Probablement, on ne le saura jamais, mais très probablement, Marc-Antoine s'est suicidé. Et pourquoi la famille l'a défendu? Et pourquoi la famille ne voulait pas qu'on dise qu'il s'était suicidé? Tout simplement à cause du sort qu'on réserve aux suicidés à l'époque à Toulouse. Un suicidé est jugé, que ce soit par le Parlement ou par la justice capitulaire, comme un assassin de lui-même. Donc un assassin, ça doit être puni, exécuté. À Toulouse, les gens qui se suicidaient étaient déshabillés, femmes ou hommes, posés sur un brancard qui traînait au sol, la face contre le sol, nus. Et les gens avaient le droit, tout le long du parcours qui était imposé à ce pauvre victime, de jeter des ordures sur le corps. La famille Calas ne pouvait pas imaginer qu'on inflige ça à leur enfant. Et beaucoup de familles, à l'époque, se sont débrouillées pour faire croire que la personne était morte de maladie ou assassinée, parce que la punition infamante qui était donnée aux suicidés était insupportable pour les familles. Et pour terminer, je vais faire un parallèle, sans rentrer plus dans l'histoire. Monsieur de Baudrigue, ce capitoul, c'est un capitoul très reconnu, hein, il était capitoul à perpétuité, pouvait se représenter, a eu un parcours lui-même très particulier. Jeune, c'était un dilettante, un playboy, un fêtard. Et puis il est tombé en religion et il est devenu le contraire de tout ça. Et avant l'affaire Calas, il était connu dans Toulouse. Il était connu comme le père Larigueur. C'est-à-dire qu'il se permettait d'intervenir, y compris dans des maisons nobles, pour faire arrêter les fêtes. Et dans Toulouse, peu avant l'affaire Calas, il était connu pour une affaire bien connue. Un jour, il débarque dans un hôtel particulier de Toulouse qui appartenait à une marquise dont j'ai oublié le nom, et il fait interrompre la fête, le bal, les réjouissances. Et la marquise, outrée, prend une chaise et lui jette à la tête. Donc, dans tout Toulouse court le fait que M. de Baudrigue, qui est devenu vraiment un père la morale, a essayé d'empêcher la marquise de faire sa fête et qu'il a reçu une chaise sur la tête. Là où il n'a pas pu intervenir, c'est dans l'endroit où on s'amusait le plus à Toulouse au XVIIIe siècle. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la fête où il fallait aller, les jeunes diraient la teuf, mais je pense que toute la noblesse toulousaine et la grande bourgeoisie toulousaine, si elle pouvait dire on va faire la teuf, c'était à l'Archevêché. Il n'y avait pas lieu de plaisir et de distraction meilleur que l'Archevêché. Les bals de l'Archevêché, les dîners de l'Archevêché, le jeu à l'Archevêché, on ne faisait pas mieux à Toulouse. Mais M. de Baudrigue, qui intervenait chez tous les aristocrates, n'est jamais intervenu à l'Archevêché. Que ce soit Monseigneur Dillon, parce qu'on va parler des évêques, des archevêques célèbres, que ce soit Monseigneur Dillon à l'époque, ou son prédécesseur, le Dillon du Cours-Dillon, Arthur, qui a fini archevêque de Narbonne, donc président des États du Languedoc quand même, et que ce soit M. de Brienne, M. Loménie de Brienne, après, si, pour s'amuser à Toulouse au XVIIIe siècle, c'était l'Archevêché.
Donc, M. de Baudrigue n'est jamais intervenu sur l'archevêché. Par contre, M. de Baudrigue, après l'affaire Calas, il va se rendre compte que le Conseil du roi a cassé les jugements qui condamnaient Calas grâce à Voltaire. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Que le Conseil du roi et que le roi a cassé le jugement du Parlement de Toulouse. Et que Jean Calas, est reconnu innocent par le Conseil du roi, par le Parlement de Paris et par le roi. Le Parlement de Toulouse n'enregistrera jamais l'édit du roi. Ce qui fait que pour le Parlement de Toulouse, jusqu'à la Révolution, Calas est coupable. L'édit du roi qui dit que Calas est innocent n'a jamais été enregistré. Et puis va subvenir la Révolution. Mais avant la Révolution, Raoul de Baudrigue, le capitoul qui a fait condamner Calas, se suicide. Il se suicide même un an après l'arrêt du roi, qui reconnaît l'innocence de Calas. Et c'est curieux parce que on sait très bien que M. de Baudrigue s'est suicidé. Mais l'histoire de la paillasse traînée dans les rues, de M. de Baudrigue nu, elle n'a jamais eu lieu. M. de Baudrigue appartenait à la grande société toulousaine et à la noblesse capitulaire. On n'allait pas faire subir à un suicidé ce qu'on faisait subir à n'importe quel suicidé de la population toulousaine. Et ce qui est terrible, je vais en finir là-dessus, c'est que sous la Révolution, le fils de M. de Baudrigue a été guillotiné parce qu'il était le fils de M. de Baudrigue qui avait condamné Calas. Voilà. Merci Michel, tu nous as tenus en haleine jusqu'au bout. Moi, j'ai juste une première question, une petite question avant de laisser le micro à l'un d'entre vous. C'est qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans ces histoires, que tu t'es intéressé à ces histoires? Ah, on va dire que j'ai 7 ans. Hein, là, vous avez un enfant de 7 ans. Cet enfant de 7 ans, il suit ses parents à Cadverne-les-Bains. Je ne sais pas si vous connaissez Cadverne-les-Bains, à côté de Lannemezan, qui vont en cure à Cadverne-les-Bains. Il n'y a plus de cure à Cadverne-les-Bains. Et papa, pour distraire le gamin Michel de 7 ans, il fait ce qu'on fait quand on s'ennuie à Cadverne. On fait 2-3 kilomètres et on va au château de Mauvezin. Pas le Mauvezin de la Garonne, le Mauvezin des Hautes-Pyrénées. Et ce petit de 7 ans, il se retrouve dans un château fort. Alors imaginez pour un enfant être dans un vrai château fort. Et il découvre dans ce château fort, le château de Mauvezin, à l'époque, il était géré par la population du village. La population du village, dans les différents étages du château de Mauvezin, avait créé avec des personnages, des mannequins en peau de cochon, fabriqués localement, habillés dans des costumes d'époque, la vie de Gaston Phébus. Le château de Mauvezin, c'est un des principaux. Ça vous dit quelque chose, Gaston, le grand Gaston Phébus, hein, le grand seigneur blond du Moyen-Âge, le Louis XIV du Moyen-Âge, l'auteur des traités de la chasse. Ben, il y a des côtés sombres dans la vie de Gaston Phébus. On suppose qu'il est responsable de la mort de sa seconde épouse et peut-être celle de son fils. Et le petit garçon de 7 ans, il découvre un château fort, un seigneur brillant du Moyen-Âge, et dans toute cette histoire, dans ce château, tout un tas d'histoires de crimes et de trucs. Et je le disais à la gardienne du château il n'y a pas très longtemps où je suis retourné, cette visite du château de Mauvezin, de la découverte de Gaston Phébus et de ses méfaits et de ses épisodes plus grands, a complètement déterminé la personne que je suis aujourd'hui dans tout son parcours. Je suis architecte qui m'intéresse au patrimoine à cause du château de Mauvezin. Je me passionne pour l'histoire à cause de Gaston Phébus. Je me passionne pour les histoires policières. Je peux vous dire que j'ai lu Agatha Christie et Conan Doyle et toutes les séries de télé qui passent aujourd'hui pour les affaires policières parce que j'ai visité le château de Mauvezin. Le château de Mauvezin a déterminé l'intégralité de ce que je suis cérébralement et intellectuellement. Bien, donc vous connaissez sans doute la règle, la parole circule. Je repère dans l'ordre, je vous passerai le micro dans l'ordre. Merci. Merci. J'ai pas compris, il y a quelque chose qui m'échappe dans la seconde histoire. Pourquoi violente
devait se remarier, en quoi ça allait simplifier sa vie avec ses 4 copains-là. Et surtout que on décide de tuer son second mari, en quoi ça allait lui sauver la vie, puisqu'elle était déjà veuve une première fois. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, c'est le fonctionnement d'une certaine partie de la société, et en particulier la société toulousaine à l'époque, c'est que déjà qu'une femme est un amant, ça pose problème. Là, il y en avait 4. Mais si cette femme avait été mariée, le problème se posait moins au niveau de la société. C'est-à-dire que on pouvait, à la limite, admettre, on admettait tout à fait qu'un homme marié ait des maîtresses, une ou plusieurs, mais si cette femme était mariée et qu'elle n'était plus la veuve joyeuse, si elle était mariée, qu'elle avait une fonction, un statut, elle pouvait se permettre d'avoir des à côté. Alors c'était à peine toléré, mais elle pouvait se le permettre. Donc il fallait absolument marier cette femme pour qu'elle ait une vie, un statut social, local, particulier. À partir de là, comme les hommes de la même époque, elle pouvait à peu près faire ce qu'elle voulait, même si ça passait pas trop. Et le fait d'en faire une veuve, une fois qu'elle a eu son statut toulousain, oui, social toulousain, voilà, c'était une veuve de la société toulousaine, pas la plus modeste, mais ma foi, une veuve, ça se console. Alors ça se console avec un amant, avec 4. C'est juste un fonctionnement de la société. Cette société déjà un peu absurde au niveau de tout le royaume au XVIIe siècle, mais encore plus absurde à Toulouse, qui était, je rappelle, on se situe 40 ans après le massacre des protestants, dans une ville ultra-catholique. Dans une ville ultra-catholique, si on n'a pas un statut social bien déterminé, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Oui, moi j'aurais voulu savoir, on sait que depuis le Moyen Âge, tous ces procès sont contenus dans ce qu'on appelle les sacs à procès, Oui. d'où l'expression l'affaire est dans le sac. Oui. Et j'aurais voulu savoir si vous avez eu accès, je ne sais pas, au procès, enfin au sac à procès dans lequel on trouve l'accord de Calas, ou bien avant, je ne sais pas, le poignard. L'affaire Calas, comme l'affaire Cécile Combette, elle est, je veux dire, elle est complètement accessible sur Internet. Oui, aux archives, mais sur Internet. Vous avez l'intégralité sur Internet du déroulement du procès Cécile Combette, jour après jour, toutes les déclarations. Pour Calas, c'est plus difficile parce qu'effectivement, c'est une affaire qui était dans le sac, comme on dirait, mais qui est aussi très documentée. Le contenu du sac est très documenté au niveau des archives municipales et des archives départementales. Mais non, je rêverais de voir les sacs. Il paraît que ça fait un mur de sacs. Mais il faudrait mieux que... Enfin, si je me retrouvais devant ce mur de sacs, je voudrais passer tout mon temps à les dépouiller les uns après les autres. Oui, vous m'entendez là? Tu peux y aller. Oui. Alors, le massacre de la Saint-Barthélemy a eu lieu en 1572. Oui. Alors, celui de Toulouse. 1562. Oui. Alors, il y a aussi le massacre de Wassy, 1562 aussi. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il y a plusieurs villes de France où il y a eu en fait cette anticipation de 10 ans? Est-ce que tu en connais d'autres, toi? Dans les guerres de religion, il y a eu beaucoup de massacres après 1562, mais la grande problématique des guerres de religion, des guerres civiles de religion dans les provinces comme à Paris, les deux comment dirais-je, les deux premiers, c'est Toulouse et Poissy. Alors, à Toulouse, on a l'habitude de dire Toulouse a fait sa Saint-Barthélemy 10 ans avant Paris. Parce qu'on prend des villes, non, on ne peut pas comparer Toulouse et Paris à cette époque, mais on prend des villes conséquentes. Et puis des villes où ça s'est particulièrement, où la guerre civile s'est passée dans la ville. C'est énorme que
Bon, à Paris, le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est une guerre civile qui se passe dans la ville. À part qu'elle est à Paris, c'est des catholiques qui massacrent les protestants. À Toulouse, c'est pas ça. À Toulouse, c'est une partie qui massacre, qui veut supprimer l'autre partie. Avec à un moment les protestants qui sont à deux doigts de gagner. On aurait pu avoir tout à fait l'inverse. C'est très particulier Toulouse parce que c'est pas des catholiques qui expulsent, qui massacrent des protestants. C'est une guerre civile qui commence dans la ville entre deux partis qui s'opposent, j'allais dire, à armes égales. Et c'est ça qui est très particulier. Moi, j'ai pas une question, c'est juste un étonnement. C'est le fait que ces affaires, toutes ces affaires dont tu nous as parlé, ça date de 200 ans, 300 ans, 400 ans, c'est tout. C'est très proche, quoi. Oui. Et ça, à chaque fois, ça m'étonne, ça me surprend, ça me trouble. Je ne sais pas si tu ressens la même chose, quoi. Ben, Cette violence, par exemple, vis-à-vis des suicidés, ou oui. toutes ces choses-là, tout le fait que les gens soient bâillonnés, écartelés, etc., tout ça. Oui. C'est vraiment... Mais ça, toutes les trois affaires, mais d'autres, il y en a tellement d'autres, on est obligé de faire un parallèle avec aujourd'hui. On est obligé. Par exemple, si on pense à Calas, Calas, pour avouer, ce qu'il n'avouera jamais, parce qu'il n'y a jamais eu d'aveu, il n'y a jamais eu ni preuve ni aveu, Calas est soumis à la question, comme les quatre complices de Violante sont soumis à la question. Bon, quand Calas est soumis à la question, à la torture, il y a deux pays dans le monde occidental qui avaient aboli la torture. Alors je vais vous étonner, enfin pour l'un d'eux, je vais vous étonner. Le premier, c'est l'Angleterre. Le second, c'est la Russie. Siècle des Lumières, la Grande Catherine. Bon, en Angleterre, c'est normal, on est dans un régime parlementaire, mais c'est au moment où Calas est torturé, il y a deux pays dans le monde. Là on se pose des tas de questions sur le sujet, et même sur cette particularité de l'abolition de la torture en Angleterre au XVIIIe siècle et en Russie. Moi, j'y ai pensé au moment où Badinter a plaidé la suppression de la peine de mort. Tout le temps, les erreurs de justice ou les troubles ou les incertitudes de la justice, on est bien placé en ce moment pour faire des parallèles avec l'histoire. En fait, je ne vais pas dire que l'histoire, elle ne se répète pas, elle s'adapte, elle évolue, mais on est obligé tout le temps de suivre ce fil d'une justice qui parfois se veut... L'affaire Cécile Combette, on se dit, mais aujourd'hui, les policiers auraient conduit à ne pas faire condamner un innocent, mais le vrai coupable, même si le vrai coupable et l'innocent se trouvaient vivre à 5 mètres l'un de l'autre. C'est tout comme ça. La justice est un fil, et aujourd'hui, on est... Je ne vais pas vous sortir la morale de La Fontaine, mais bon, que vous soyez puissant ou misérable, mais c'est toujours aussi étonnant. Moi, quand je suis confronté à une affaire de justice, je déroule dans ma tête toutes les affaires de justice que je connais. Bien là, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Moi aussi, j'adore les affaires policières. Moi, ce qui m'interroge par rapport à l'affaire Bonafous, c'est que les Lassaliens n'aient pas dénoncé Aspe, puisque de toute façon, c'était un frère pour un frère. Donc, l'institution, d'une manière ou d'une autre, était entachée par cet assassinat sordide. Donc, pourquoi n'ont-ils pas dénoncé le vrai coupable, Au à votre avis? Au moment du Oui, puisque vous, enfin, au moment des faits. Au moment des faits, oui. Ça part, à mon avis, de la grande erreur qu'ont fait les autorités religieuses du drame.
l'implication de l'archevêque de Toulouse et de l'archevêque de Bayonne, qui sautent tout de suite sur l'occasion pour dire il est impossible que le meurtrier soit issu et de nos rangs et de l'école, ça a commencé à enclencher, je vous en parlais tout à l'heure, une guerre au niveau de la presse, de la presse locale, qui s'est dépêchée de dire « Mais regardez, ces prélats qui pensent couvrir un meurtre ». Et ça a suivi avec le directeur de l'établissement. Un complot du silence qui avait l'air d'arranger tout le monde. Ça ne peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Le directeur, parce que quand même, le jour du drame, Cécile venait avec Comte, le relieur, livrer des livres reliés au directeur. C'est pour ça qu'elle a fait réellement tout le parcours d'entrer d'un côté du couvent, passer dans le souterrain, ressortir dans les locaux où était le directeur, et donc franchir tout un tas d'étapes où elle croisait des frères. Pour moi, c'est un complot. La réaction de départ a été absurde. Vouloir dire non, c'est pas nous, au plus haut niveau des autorités. Une fois que les deux archevêques s'étaient engagés autant, parce qu'ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Personne ne pouvait faire marche arrière. Et Louis, il est aussi, j'allais dire, il est coupable de son sort. Il s'est jamais vraiment défendu. Il s'est jamais vraiment défendu. Il n'avait peut-être pas la capacité, mais jamais il a dit. Jamais il a dénoncé un de ses. Il aurait pu dénoncer les deux autres frères qui étaient présents au moment où Cécile a traversé tout l'établissement. C'est un ridicule complot du silence pour moi, que je ne m'explique pas. Une question frivole et une question plus sérieuse. La question frivole, est-ce que vous avez un avis sur l'affaire Jubilard? Bon. Non, la question plus sérieuse... J'en ai un, mais j'en ferai pas état. Elle fera peut-être l'objet donc d'une conférence d'ici 30 ans ou 40 ans. Voilà, oui. Oui, la question sérieuse, c'était comment on explique que Toulouse soit passé du statut d'une ville ultra-catholique qui pourchassait les Huguenots, etc., et qui portait haut les couleurs de la bien-pensance réactionnaire, au statut de ville rouge, anticléricale, etc., etc. En 200 ans, quoi, en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu cette évolution? Alors, c'est très particulier. Toulouse, avant son massacre de 1562, était une des villes les plus brillantes d'Europe. On ne va pas faire un discours sur la Renaissance à Toulouse, sur les liens des riches marchands toulousains avec tout le reste de l'Europe. Une ville, j'allais dire une ville des Lumières avant les Lumières, Toulouse, à la Renaissance. Le choc de la guerre civile dans la ville, entre protestants et catholiques, avec un moment où les catholiques sont à deux doigts de perdre, je pense que le traumatisme de cet événement a plongé la ville dans une espèce d'obscurantisme. Et alors, on peut évoquer les problèmes religieux. Le problème de ça, c'est que Toulouse a régressé. Toulouse, qui était une des villes les plus brillantes d'Europe, se retrouve à peine à l'époque de Calas, dans une ville qui essaye de sortir de son marasme. C'est-à-dire que le marasme, il est total, il est économique, il n'est pas que social et religieux. Toulouse, avec sa mentalité, a plongé dans la régression, jusqu'au XVIIIe siècle, où elle commence à sortir de la régression. Et là arrive, au moment où Toulouse sort, avec toute la noblesse toulousaine, qui est une noblesse des Lumières. Voltaire est intervenu, mais tous les grands penseurs, tous les grands scientifiques de Toulouse de la fin du XVIIIe siècle, eux, il y a longtemps qu'ils étaient sortis de cet obscurantisme. Et va arriver là-dessus
une révolution ultra-violente qui, curieusement, si c'est peut-être des restes, qui à Toulouse fait très peu de guillotinés. Il y a moins de 60 personnes qui sont guillotinées à Toulouse pendant la Révolution de 1789. Vous me direz, tous les membres du Parlement sont guillotinés à Paris. Ça fait 34 de plus. On prend tous les membres du Parlement du Languedoc, on les amène à Paris, on les guillotine à Paris. Mais même avec ça, c'est Toulouse. Le fait qu'il y ait eu si peu de morts dans la Révolution de 1789 à Toulouse, ça tient aussi du fait de ces relents d'arriérisme qui fait que même la population défend sa noblesse locale. On sait très bien qu'il y a un certain nombre d'aristocrates toulousains à la Révolution qui ont échappé à la mort parce que les gens de la rue, de leur rue, et pas des aristocrates, des gens du peuple, les ont aidés à s'évader, à s'enfuir. Et du coup, après la Révolution, Toulouse commence à devenir une ville industrielle sous l'Empire, et puis tout le long. En 1848, Toulouse est déjà une ville industrielle. Ça tombe bien parce que le quartier des Amidoniers est le premier quartier industriel de la ville, et c'est à cette époque qu'il se développe. Et il y a ce basculement. Il y a ce basculement radical même si le peuple reste attaché à certaines valeurs anciennes, la presse toulousaine, Toulouse en 1848, il n'y a pas qu'un seul journal, il y a plein de journaux. Il y a un journal clérical et 20 journaux anticléricaux. Et ça attise. C'est pour ça que je m'étonne de la réaction du juge, du président du tribunal et du procureur qui sont issus de la noblesse toulousaine de jouer ce jeu de l'anticléricalisme en disant, ben oui, il viole parce qu'il est prêtre et qu'il est soumis à la retenue et que forcément il finit par craquer et que voilà, c'est étonnant que la ville devienne anticléricale, que la presse soit majoritairement anticléricale, que la ville devienne industrielle, mais que deux magistrats issus de la noblesse toulousaine, qui devraient porter les vieilles valeurs de la noblesse toulousaine, plongent dans ce chemin et disent oui, c'est le frère qui est coupable et c'est normal, il est religieux. Alors, je pense qu'ils ne devaient pas penser ça au tréfonds d'eux-mêmes. Voilà. Alors, je vais vous décevoir. La Révolution a mis fin aux fêtes de l'évêché. Monseigneur Lomini de Brienne a été le dernier à organiser des fêtes extraordinaires.